Dans une société où l'alcool est présent partout, où quand on se rend au bar, on nous propose par défaut une pinte de blonde et pas un Coca zéro, où on vous invite pas en soirée si on boit pas. Moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool depuis aujourd'hui donc 365 jours. Ça fait donc 1 an de sobriété, quasi jour pour jour, et je vais vous en raconter l'histoire. En un mot propos, il faut savoir que c'est pas la première fois que j'arrête de boire de l'alcool. Pour info, j'ai pas bu d'alcool entre mes 16 et mes 18 ans et entre mes 19 et mes 22 ans. Et globalement, vous l'avez compris si vous écoutez ce podcast, j'ai un profil qui est plutôt très blanc ou noir, on-off. C'est-à-dire que si j'ai une tablette de chocolat devant moi, je vais la manger en entier. Et je me connais, je sais que je suis comme ça. C'est difficile pour moi de le changer et c'est pour ça qu'en fait j'ai besoin de cacher cette tablette parce que je sais que si je la laisse sous les yeux, elle finira à manger. Et peu importe ma discipline, peu importe mon mental, je sais que sur le long terme, elle va être mangée. Ça va peut-être prendre un jour, ça va peut-être prendre 3 jours ou 3 mois, peu importe, mais progressivement, je sais que ça va grappiller du terrain. Je suis typiquement le profil où quand on lui donne la main, bah en fait, il y a le bras qui va y passer. Et je peux me tromper, mais j'ai l'impression que globalement, il y a quand même la majorité de la population qui est dans ce cas-là. Donc pour synthèse, dans mon cas personnel, je ne crois absolument pas à la modération. Et si je vous donne un exemple, se dire par exemple que je ne bois de l'alcool que le week-end, pour moi c'est strictement impossible parce que, vous l'avez compris, progressivement ça va gratter au vendredi, au jeudi, etc. etc. Ça va prendre peut-être 5 mois, mais néanmoins ça va continuer. Pour faire un rapide récap, novembre 2021, après 5 années passées dans ce qu'on appelle les high performing environments, donc les environnements de haute performance, qui va être à cofonder, revendre ma feedbox, qui était un side project, donc un deuxième temps plein dans un temps plein finalement, à acheter, gérer des investissements immobiliers. Je suis officiellement diagnostiqué en burn-out. Ça a été une année de remontée qui a été riche d'apprentissage. C'est la première fois de ma vie où je voyage hors Europe. Je vais redéfinir ce que j'appelle les guiding principles, donc mes grands principes de vie. Je vais reprioriser un petit peu ce qui est important pour moi. Je vais créer mon deuxième cerveau sur Notion notamment, et je comprends comment est-ce que je vais faire dans le futur pour donner du sens à ma vie. Désormais, je me définirai comme ce que j'appelle un chercheur d'épiphanie. Décembre 2022, après plusieurs mois passés à faire l'autruche et à ne pas accepter ce diagnostic, je suis officiellement diagnostiqué en dépression sévère. Et c'est vraiment ce passage à vide où j'ai expérimenté une perte de tous mes repères identitaires et de mes repères professionnels. Et ça a pourtant été la meilleure chose qui me soit arrivée. Si je prends un petit peu de hauteur, j'étais en proie au pilote automatique ou à ce que Jean-Charles Quedali, qui a intervenu dans le podcast, appelle la vie par défaut. Si je le synthétise, j'étais profondément enfermé, en tout cas je me sentais profondément enfermé alors que j'étais épris de liberté. C'est un travail que j'ai accompli sur toute l'année 2022, qui a été accompli notamment grâce à une psychothérapeute qui a été exceptionnelle, qui m'a permis d'accoucher ce qui était vraiment important pour moi et de me réaligner, de comprendre mes valeurs cardinales et de faire réaccoucher, ressurgir le PE d'avant, le Pierre-Emmanuel d'avant et la personne que j'étais vraiment. Et de mettre un coup de balayette à ce que j'appelle le dark PE, qui avait pris, je pense, à la faveur des grandes villes de Paris, des Parisiens, un peu la dominance sur ma personnalité. Ça m'a permis d'évincer tout le reste, tout ce qui comptait pas pour moi, pour me concentrer uniquement sur ce qui a eu de la valeur pour moi. La famille, les amis, le travail, ma santé physique et ma santé mentale. Maintenant que j'ai redressé le tableau global, revenons sur le sujet de l'alcool. Je pense pouvoir dire que je n'ai jamais été un très gros buveur. Enfin, ça c'est ce que je vous dis aujourd'hui, mais je pense que la plupart penseraient que je buvais pas mal. Pourtant, sur une échelle de personnes dans la vingtaine à Paris, dans des environnements de tir startup haute performance, clairement, mon niveau de consommation, c'était de la rigolade. On parlait de, je pense, 1 à 2 pintes, 2-3 fois dans la semaine, avec une belle teuf dans le week-end. Donc oui, évidemment, c'était pas mal. Néanmoins, par rapport à une personne qui prend une bière en rentrant du travail tous les soirs, c'était pas non plus catastrophique. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai évalué ma dépense d'alcool à 7 euros par jour. Si on prenait par exemple une bouteille de vin le week-end au restaurant qui va être minimum à 30 euros, je lisse ça sur la semaine, donc ça me donnait à peu près 7 euros par jour. Ça fait donc quasiment 3000 euros par an, et je pense que je l'ai sous-estimé pour être tout à fait honnête. Et on va rentrer dans les hostilités. Le 26 novembre dernier, je suis au salon des artisans vignerons avec des potes, et évidemment, on goûte parce que évidemment je suis très gourmand d'alcool, mais de chocolat et de tout ce que vous avez compris, de sport évidemment. Enfin bref, j'ai un profil assez addictif. En tout cas, c'est ce que je pense à ce moment-là. Et on n'est pas là pour cracher l'alcool qu'on goûte. Donc c'est-à-dire qu'on boit tout.
On termine à 18h, on est rôtis comme des faisans, on est un peu éméchés, vous l'avez compris. Mais le problème, c'est que le début de la soirée, même le début de la journée. Donc il est 18h comme je l'ai dit, et en deuxième partie de soirée, il y a l'anniversaire de ma meuf. Je vous passe les détails, mais la soirée se termine environ, en tout cas je termine la soirée environ 8h du matin. Et encore, à ce moment-là, j'ai aucune envie de dormir, aucune envie de me coucher. J'ai juste envie de continuer cette belle fête. Alors que tout le monde dort déjà. Le lendemain matin, réveil, 18h30, je vomis, je me recouche. Comme on l'a vu précédemment, cet épisode de fin novembre, donc fin d'année dernière, intervient dans une période qui est très troublée pour moi. C'est beaucoup de réflexion à ce moment-là, mais à ce moment-là et ce jour-ci précisément, je prends une décision ferme qui va impacter tout le reste de ma vie, en tout cas tout le reste de cette année. Hop, 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 je vous arrête une seconde. Cet épisode vous est rendu possible par Système Diète. Tu as l'impression que toutes les informations sur la nutrition se contredisent. Tu as testé déjà plein de diètes, de keto, paléo, jeûne, etc. Mais rien n'a fonctionné comme tu le voulais. Tu penses qu'il faut choisir entre profiter de la vie ou avoir un corps qui te plaît. Et tu te dis probablement que pour atteindre ton objectif, tu dois soit te priver, soit te frustrer, ou au contraire manger énormément. Laisse-moi te dire que c'est faux. Le problème, c'est pas toi, c'est simplement le système que tu as mis en place. C'est exactement pour ça qu'on a créé Système Diète. Système Diète, c'est un accompagnement sur mesure qui te permet de créer ton propre système de manière 100% personnalisée. C'est absolument pas une diète de plus, c'est plutôt une approche qui s'adapte à ton rythme, à tes ambitions, à tes objectifs et tes contraintes. On n'a pas de recette miracle, pas de régime rigide. L'idée, c'est de t'aider à optimiser ta nutrition, ton sommeil, ton énergie, ton équilibre mental, hormonal, etc. Le lien est dans la description juste en dessous. J'ai hâte de t'accompagner vers la meilleure diète et surtout la dernière diète de ta vie. Et maintenant, on retourne à l'épisode. Ce que je me dis, c'est une chose très claire. J'ai passé l'âge de ces jours en gueule de bois où j'ai envie de me foutre en l'air. Parce que oui, le lendemain de soirée, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très compliqué, où j'avais l'alcool triste, j'avais systématiquement de la culpabilité et systématiquement des idées noires, voire très noires. J'avais des verbatims, donc des choses que je disais qui étaient très très noires, du type j'ai envie de me foutre en l'air ou je vous presse les détails. À ce moment-là, je sais pourtant que les fêtes de Noël arrivent et pourtant, j'ai pris la décision d'arrêter de boire, au moins jusqu'à la fin de l'année, juste pour voir si j'en étais capable. C'était un double challenge pour moi parce que je savais qu'il y avait des fêtes de famille, des occasions multiples et variées pour boire au moins du vin avec ma famille, mes parents, mon père, etc. Et donc je savais que ça allait être compliqué, mais néanmoins je voulais vraiment voir à quel point j'étais capable de me tenir sans alcool et de profiter de ces moments-là sans alcool. Dans ma tête, il y avait évidemment plein de choses. Au fond, je pense que je savais que j'étais capable d'arrêter de l'alcool parce que je l'avais déjà fait par le passé. Mais je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, je me suis dit, cette fois, ça va être plus compliqué que les autres. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je supportais pas d'avoir le doute de ne pas pouvoir réussir à y arriver. Plus important, et ça, je vous invite à le noter particulièrement, j'avais peur de devenir ennuyeux pour mon entourage. J'avais évidemment peur pour mes amis et peur pour ma copine. Ma copine, elle avait connu le PE qui était fêtard et buveur. Je me posais vraiment la question de est-ce qu'elle allait aimer le PE qui ne boit pas d'alcool. Entre parenthèses, je vous invite à noter le pas et non pas le plus, et on y reviendra. Cette question aujourd'hui, je sais qu'elle est ridicule. Pour autant, c'est vraiment les préoccupations que j'avais dans ma tête à ce moment-là. Est-ce que mes potes allaient toujours me trouver intéressant? Est-ce que j'allais toujours être pertinent en soirée? Et j'avais vraiment cette peur du vide. Vous savez, ce moment où on ne sait pas quoi dire en soirée, où on ne sait plus de quoi parler. Et je pense que l'alcool permet de camoufler ça. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes boivent aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors que c'est ok, en fait, d'avoir des blancs. Lorsque j'ai reçu le fameux diagnostic de ma dépression, j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté. Je voulais surtout pas que l'alcool vienne parasiter ma remontée. Et donc, j'ai continué l'arrêt de l'alcool, même après le mois de janvier. Et c'est ce qui m'a permis de tenir globalement les 6 premiers mois. En gros, je refusais de me voir rester dans un état dépressif, ou en tout cas, je refusais d'avoir une seule chose dans ma vie qui aurait pu potentiellement ralentir mes progressions. Et dès que j'avais potentiellement quelque chose qui aurait pu ralentir mes progressions, je l'ai dégagé de ma vie. Je pense que, au vu des maux que je pouvais avoir les lendemains de soirée, il fallait absolument que je dégage l'alcool. Et c'est le fait d'avoir un diagnostic clair et net sur ma santé mentale qui m'a fait dire, ok, pendant X période de temps, pendant 6 mois en l'occurrence, j'arrête la consommation d'alcool parce que je ne veux absolument pas que l'alcool vienne entraver mon processus de guérison. Comme on l'a vu sur l'épisode de la dépression, à cette époque-là, j'ai tout optimisé, c'est-à-dire que je dormais 8 heures par nuit minimum, je m'entraînais tous les jours parce que le moment c'est capital, je ne buvais évidemment pas d'alcool, je prenais soin de moi, je méditais tous les jours, bref, j'étais
un athlète de haut niveau, je me traitais comme Beyoncé, comme j'aime bien le dire. C'est-à-dire que je prenais soin de moi, je m'aimais et je me chérissais, comme si je devais vraiment me prendre énormément soin de moi. Sauf que il y a une chose que j'avais pas anticipée, c'est que environ 3 ou 4 mois après l'arrêt de l'alcool, je n'avais jamais été aussi heureux de ma vie. Je dormais mieux, j'arrivais à prendre plus de recul sur les tracas du quotidien et surtout j'avais une énorme clarté mentale. J'ai jamais été du matin et surtout pas du lundi. Surtout pas du lundi matin, je peux l'imaginer. Je dirais pas que je suis devenu quelqu'un du matin parce que bon, il y a quand même du chemin pour ça. Mais néanmoins, j'ai vu une nette amélioration. Et évidemment, quand tu prends un peu de recul, quand t'es pas en redescente le lundi matin, ça va quand même mieux. Quand t'es pas en gueule de bois le lundi matin, eh ben, forcément, ça va mieux. Le problème, c'est qu'aussi avec l'âge, c'est bête, mais j'ai 30 ans, mais aujourd'hui, les effets de la gueule de bois, je les ressentais jusqu'au mercredi environ. C'est-à-dire que le mercredi soir, je me sentais en pleine possession de mes moyens. Et du coup, le fait de sentir cette clarté mentale aussi forte et cet état de fraîcheur le lundi matin que j'avais pas ressenti depuis des années, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, j'étais absolument quasiment jamais en pleine possession de mes moyens. Et ça, pour moi, c'était devenu inacceptable. En parallèle de ça, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu tout optimiser dans ma vie pour me laisser le maximum de chances pour remonter le plus vite possible. Et d'ailleurs, cette phase de dépression a été évincée de ma vie assez rapidement, même si évidemment tout n'est pas rose tous les jours, hein. Mais j'ai aussi entrepris, vous le savez, mon projet de diète avec Mathias, que j'ai d'ailleurs interviewé dans le podcast. Je vous invite à écouter l'épisode qui est vraiment canon. Et ça s'est vraiment très bien déroulé. Ça s'est extrêmement bien déroulé. Pourquoi ? Parce que je voyais les kilos s'envoler sur la balance. J'étais pas fatigué pendant mes séances. Je me sentais plus fit, plus en forme. Et pourtant, bah voilà, j'avais 30 ans, j'avais été a priori plus âgé que ce que j'avais pu opérer par avant. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai compté donc 7 euros par jour. Ça fait 200 kilocals par jour. Une pinte de bière, c'est à peu près 300 kilocals par jour. À l'année, ça représente 70 000 kilocalories. Ce qui est absolument colossal. Et encore une fois, je pense que je l'ai sous-estimé. Donc évidemment, tenir une diète, tenir une bonne condition physique, être dessiné dans son corps, c'est évidemment bien plus simple quand on ne boit pas d'alcool. Et donc ça, si c'est un de vos leviers de motivation, bah, il faut évidemment l'avoir en tête parce que 70 000 calories, c'est juste colossal, hein. En parallèle de ça, j'avais tous mes indicateurs de santé physique qui m'indiquaient que effectivement mon corps allait mieux. À l'époque, j'avais la petite montre, le petit bracelet Whoop, dont on a déjà parlé dans le podcast sur le sommeil notamment, qui me permettait d'analyser ma récupération. Et en fait, ça a été choquant. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans, je pense, la description de l'épisode. Il y a un screenshot que j'ai envoyé à toute ma famille, mes frères, etc. Et à partir du moment où j'ai arrêté l'alcool, le Whoop analyse soit en vert, orange ou jaune notre recovery, donc la récupération. Et à partir du moment où j'ai arrêté l'alcool, toute ma recovery était en vert, quelquefois en jaune, mais jamais en rouge. Alors qu'on pouvait très nettement voir qu'il y avait du jaune et du rouge précédemment, quasiment tous les vendredis ou tous les samedis, sur le Whoop. Et pourtant, sur le Whoop, je ne le rentre pas que je bois pas d'alcool ou que je bois de l'alcool. Donc lui, il ne sait pas que je bois de l'alcool. Par contre, ce qu'il analyse, c'est des marqueurs de santé, la variabilité de la fréquence cardiaque, etc., etc. Ce qui veut dire donc que même un tracker de santé physique comprend qu'il y a une amélioration des marqueurs de santé très significatifs. Et donc ça m'a vraiment fait, encore une fois, une épiphanie. Je me suis rendu compte, sous les yeux, qu'il y avait des choses qui se passaient dans mon corps qui n'étaient pas que de la gueule de bois, mais qui étaient des marqueurs de santé qui étaient dégradés par de la consommation d'alcool, et ce même avec 2 verres de vin. Et c'est ça qui est ouf. Il suffit de pas beaucoup. Mais surtout, c'est pas le plus important. Le plus important, alors attention, je dis pas que ça vient uniquement de l'arrêt de l'alcool, mais pour autant, j'ai retrouvé une chose que j'avais perdue depuis très très longtemps. Pour ne pas dire depuis 5-6 ans, voire même plus, je pense. J'ai retrouvé l'envie d'eux. J'avais hâte. Et ça, c'est la chose la plus fabuleuse qu'on peut ressentir. J'avais hâte d'aller m'entraîner, j'avais hâte de me lever, j'avais hâte de faire les choses, j'avais hâte d'aller au restaurant, j'avais hâte de manger tel plat, d'apprendre des choses, de lancer de nouveaux projets. J'avais ces papillons dans le ventre et ça, je l'avais retrouvé. C'est quelque chose que j'avais perdu depuis tellement longtemps que quand je les ai retrouvés, ça m'a vraiment, waouh, ça m'a vraiment scotché. Pour vous donner un exemple simple, je pense que sans l'arrêt de l'alcool, ce podcast aurait tout simplement été impossible. Pour vous donner un peu de contexte, je tourne et je monte ces épisodes le week-end. Et donc, ces week-ends, je dirais pas que je l'ai passé en gueule de bois, mais pour autant, j'aurais eu voire beaucoup moins d'énergie, en tout cas, c'est sûr, le dimanche, la plupart du temps. Et encore une fois, pour vous donner du contexte, j'ai toujours été très sportif,
très occupé par le travail, je mange plutôt très bien et je me considère comme quelqu'un qui a un mode de vie très sain, voire très sain, et même à l'époque où je buvais de l'alcool. Donc pour vous dire, j'avais pas une consommation vraiment élevée, hein. Enfin, pour être très clair, je pense même que j'avais une consommation d'alcool qui était très raisonnable. Pour autant, je pense pouvoir affirmer que sur le long terme, ce podcast n'aurait pas été possible si j'avais continué à boire de l'alcool. Parce que c'est pas compatible en fait, et qu'on peut pas supporter une telle charge de travail, ou une telle charge de régularité, de discipline, sans être à 100% de possession de ses capacités. Et le pire du coup dans tout ça, ou en tout cas le mieux, je sais pas comment on peut le prendre, c'est que maintenant que je connais cet état, c'est absolument impossible que je revienne en arrière. Je supporte plus d'être à 50% de mes moyens et d'avoir moins de clarté d'esprit, etc. Les dernières fois où j'avais arrêté de l'alcool, c'était plutôt pour me dire je suis pas assez mûr pour boire de l'alcool. Donc j'avais la perspective de reboire un jour en mode je serai plus mûr. Aujourd'hui, en fait, je me suis accepté et je suis totalement OK avec le fait de ne pas boire d'alcool. J'aurais envie de dire que je suis devenu Pierre-Emmanuel Branger et je ne bois pas. Et encore une fois, du coup, je renote le je ne bois pas. C'est pas je ne bois plus, c'est parce que le je ne bois plus aurait une coïncidence avec le fait que ça s'est arrêté, donc je buvais avant. Là, j'ai décidé de dire que je ne bois pas parce que j'ai changé un peu de paradigme. J'ai changé un peu mon état. C'est comme dire un fumeur, je ne fume plus, ça veut dire que j'ai arrêté. Je suis un fumeur qui ne fume pas. Je suis Pierre-Emmanuel qui, enfin, je vais pas, je suis Pierre-Emmanuel qui ne fume pas. Ça veut dire que j'ai jamais fumé et je ne fumerai jamais. C'est pas dans mes habitudes de fumer. Je suis pas en train d'arrêter. Je n'ai pas arrêté. Je ne fume pas. Et c'est exactement pareil pour l'alcool. Je ne suis pas en train de dire que je ne bois plus. C'est juste que je ne bois pas. Ce n'est pas moi qui bois. Mon identité ne correspond pas à quelqu'un qui boit. Et ça, c'est très important de le noter parce que, évidemment, chaque mot a une importance capitale. Et en disant ça, fini la culpabiliser du lendemain, de l'alcool triste, etc. Après, attention, je vous invite vraiment à ne pas être rigide. Je sais que, personnellement, je suis incapable de me modérer sur le long terme. Genre, par exemple, de boire uniquement le week-end. Ça sera possible pendant un temps. Et puis, ensuite, je vais garder le vendredi et puis le jeudi, etc., etc. Comme la tablette de chocolat sur les yeux dont on parlait tout à l'heure. J'ai vraiment un profil blanc ou noir. Quand je m'entraîne pour un objectif avec un process clair, j'arrive à le faire à 100%. Par contre, quand j'ai pas d'objectif clair et pas de process défini, c'est compliqué pour moi. J'ai besoin d'avoir des règles qui sont précises et fermes, sinon ça ne fonctionne pas dans mon profil de personnalité. Et peut-être que c'est différent pour vous. Alors attention, mettez de la nuance dans ce que je dis. Je ne vous donne pas une vérité blanche-noire à appliquer pour vous. Peut-être que vous fonctionnez différemment. Néanmoins, grâce à ma règle de zéro boisson, ça me permet d'avoir strictement aucune tentation et aucune envie. C'est bien plus facile pour moi à tenir cette règle de zéro boisson que une règle de juste un verre. Parce que, encore une fois, si je m'appliquais une règle de juste un verre, pour moi, ça se transformerait sur le long terme en deux verres, puis trois, puis 10, etc., etc. Peut-être pas immédiatement, encore une fois, mais peut-être sous quelques mois, sous quelques années. Aujourd'hui, je peux vous le dire, même en soirée, j'ai un désintérêt total, aucune tentation vis-à-vis de l'alcool. Un autre élément que je peux ajouter à votre réflexion, c'est que si je suis tout à fait exact, je n'ai pas fait les 365 jours de sobriété. Pourquoi? Parce que j'ai participé à une dégustation d'alcool le 11 novembre. Et c'est totalement cool en fait. Parce que je ne considère pas ça comme personnellement une entrave à mon abstinence. Pour moi, c'est comme si j'étais à une dégustation de petits fours. C'est-à-dire que oui, il y a des choses à déguster, il y a des choses à goûter. Et évidemment, ça va, vous le comprenez bien, poser beaucoup de questions en amont. Néanmoins, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que je suis passé à autre chose. Après cet événement-là, j'ai absolument aucune tentation et même aucun désintérêt total en soirée, même après cet événement. C'est-à-dire que je suis vraiment passé à un autre profil de personnalité. Je pense que mon point ici, c'est de se dire que c'est pas grave de se mettre une caisse, c'est pas grave de boire de l'alcool. Mon point, c'est de vous dire soyez plus intentionnel, soyez moins passif, soyez plus éveillé quant à votre consommation d'alcool parce qu'elle n'est pas automatique, votre consommation d'alcool. Vous avez le choix, vous pouvez très bien prendre un cocktail sans alcool, du Coca Zéro ou n'importe quoi d'autre, du Perrier Citron, bref. Pourquoi est-ce que ça serait moins fun de prendre un Perrier Citron qu'un verre d'alcool? Ce que vous devez rechercher, c'est pas l'aspect de défonce de l'alcool, l'aspect de je suis éclaté, mais l'aspect du goût. Et c'est ça qui est un point très important, c'est que la plupart aujourd'hui des personnes à qui j'ai parlé ne recherchent pas un effet de goût, mais recherchent un effet de l'alcool, qui est très différent. Je vous invite du coup à vous questionner de pourquoi est-ce que vous recherchez l'effet de l'alcool. Et ça, c'est une question que évidemment je vous laisse en suspens. Il y a quand même pas mal de réflexions que j'ai pu mûrir au fur et à mesure de l'année. Il y avait une chose que j'ai pas anticipée, c'est que le fait de ne plus boire d'alcool, c'est un marqueur social qui est très fort. Tout le monde boit aujourd'hui, en tout cas, tous ceux qui n'ont pas d'interdiction, genre par exemple religieuse, boivent, quasiment. C'est extrêmement rare d'avoir des personnes qui sont abstinentes pour autres que pour des raisons très précises.
Entre parenthèses, pour tous les crossfitters qui m'écoutent, sachez que Matt Fraser ne boit aucun verre d'alcool, d'accord? Il est abstinent depuis très, très longtemps et je vous invite d'ailleurs à écouter son interview, je ne sais plus pour quel média c'était, mais qui est, incroyable. Il parle de la relation à son père, il est magnifique, il m'a mis les larmes aux yeux. Aujourd'hui, le fait est qu'en société, ceux qui n'ont aucune raison et qui ne boivent pas sont à part. On peut le voir de 2 manières. Soit c'est un moment où tu vas être esseulé et tu vas te sentir solo, effectivement. Soit tu peux le voir comme un marqueur identitaire fort, c'est-à-dire que tu te sens à part, tu te sens un peu exceptionnel, dans le bon sens du terme, je veux dire. Ça fait de toi te sentir un petit peu en dehors de la masse, en dehors du troupeau. Un peu à part, un peu particulier, un peu spécial. Et dans ce moment où j'étais en plein raisonnement, en plein questionnement identitaire, moi, ça m'a fait du bien de me dire, ok, PE, il n'est pas comme les autres. Euh, c'est totalement de l'ego, c'est totalement narcissique, mais pour autant, ça m'a fait du bien. Et en fait, je prends. Moi, si ça me fait du bien, je le prends totalement. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est tellement un marqueur fort qu'on m'a même décapsulé une bière devant moi en disant allez, vas-y, bois, fonce, bois. Pour autant, comme je vous l'ai dit, j'ai aucune tentation, donc ça m'a absolument pas impacté. Mais pour autant, c'est vraiment pour vous dire que on n'est pas forcément soutenu dans ces démarches-là, même avec des amis proches. C'est compliqué souvent quand on est encerclé par des gens qui font beaucoup la fête et qui sont souvent des gros buveurs. Deuxième point, j'ai noté qu'on m'invite moins en soirée. Alors, est-ce que je suis devenu quelqu'un de chiant? Est-ce que l'alcool me rendait moins chiant? Est-ce que les personnes qui ne m'invitent plus ont peur que je sois un miroir qui les renvoie à eux-mêmes? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une peur du vide, d'une conversation sans alcool? Bref, il y a plein de questionnements que j'ai en tête, toujours aujourd'hui. Mais le fait est qu'on m'invite moins en soirée parce que, a priori, je ne bois pas d'alcool, donc peut-être que j'ai moins propension à venir en soirée, etc., selon leur lecture à eux. Mais ça, c'est quelque chose qui est clair et net et que j'ai pu identifier très rapidement. Même on m'a dit ah ben oui c'est vrai j'aurais pu t'inviter, c'est vrai que je pensais que tu buvais plus donc je t'ai pas invité. Le troisième point c'est que je me rends compte qu'il y a un vrai décalage de génération. C'est-à-dire que quand j'ai parlé à mon père de l'arrêt de l'alcool, mon père qui consomme du vin par exemple me disait et c'était pareil en termes de génération que toutes ces générations buvaient de l'alcool parce qu'ils aiment le goût de l'alcool et pas parce qu'ils ont envie de s'éclater. Et ça fait une énorme différence parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens boivent plus parce qu'ils ont envie de s'éclater que parce qu'ils aiment le goût de l'alcool. Et ça, c'est un vrai questionnement que je vous partage ici parce que je pense qu'il y a un vrai décalage de génération à ce niveau-là. Et pour en avoir parlé à vraiment beaucoup de personnes de plus de 50 ans, les personnes de plus de 50 ans aiment le goût de l'alcool, aiment le bon vin, aiment vraiment déguster, même les bons whisky, etc. Et c'est ça qui les rend potentiellement éméchés, versus aujourd'hui, nous, on boit pour se mettre une mine. D'ailleurs, ces expressions-là, se mettre une mine, s'éclater, c'était pas des expressions qui existaient auparavant. Et je vous challenge de trouver ces expressions-là au temps de nos parents ou nos grands-parents. Un autre point que j'avais envie d'évoquer, c'était la relation, notamment à mon père. Oui, évidemment, ça me manque de ne pas boire un bon verre de vin avec mon père. Mais en fait, si on dézoome un petit peu et qu'on prend un petit peu de hauteur par rapport à ça, c'est pas tant le verre de vin qui est partagé avec lui, c'est plutôt le fait de passer du temps qualitatif avec lui que j'aime. Et si je pousse un petit peu la réflexion, en fait, l'alcool, il a pas vraiment grand-chose à voir avec ça. Moi, ce que je veux, c'est passer du temps qualitatif avec mon père, c'est de parler, d'avoir des vraies discussions avec mon père. Et un verre de vin, c'est plutôt un prétexte pour passer du temps avec lui. Alors que finalement, on pourrait très bien créer d'autres occasions autour d'un coca, par exemple. Vous voyez l'idée? Alors oui, c'est potentiellement convivial, etc. Mais pour autant, je pense que l'alcool, c'est pas le sujet principal de la chose. Dans cette phase de sans alcool, je me suis aussi beaucoup posé la question de pourquoi est-ce que je buvais. Et d'ailleurs, je vous invite à vous poser la question. Encore une fois, quand je buvais de l'alcool personnellement, c'était plutôt pour m'éclater, pour me mettre une mine, et pas pour le goût. Aujourd'hui, après avoir bien réfléchi, le Coca-Cola, pour moi, c'est mon go-to. C'est-à-dire que c'est mon champagne à moi. En termes de goût, j'adore ça. Et je trouve que c'est meilleur que tous les alcools réunis. Donc ça pose la question de qu'est-ce que je recherche dans l'alcool. Et du coup, j'enchaîne avec le point suivant, c'est que j'ai noté qu'à chaque fois cette année que j'avais envie de boire, c'était notamment fortement corrélé à des moments où j'avais des petits coups de mou, où la vie allait un petit peu moins bien, où j'avais envie de lâcher prise. Donc, c'était notamment cette recherche d'alcool pour pallier à des effets du quotidien qui sont où on se sent moins bien. Donc, je vous invite encore une fois à vous poser la question de pourquoi est-ce que vous buvez profondément. Est-ce que c'est pour ce sentiment de lâcher prise? Est-ce que c'est pour éviter de regarder ce qui se passe au quotidien? Parce que évidemment, c'est un vrai acte de courage pour de regarder ce qui se passe au quotidien. Néanmoins, je vous invite à vous poser cette question. Ça sera riche d'apprentissage, j'en suis sûr. Dernier point, c'est que maintenant, il faut accepter d'être le gars qui part en soirée à minuit ou 2 heures, alors que tous tes potes sont pas fatigués et que les autres continuent la soirée. Et j'ai vraiment fait l'effort d'accepter ça. C'est-à-dire que maintenant, à 23 heures, minuit, je pars de la soirée et c'est ok, je laisse les autres continuer. Par contre, quel kiff de se lever à 8 heures le matin, d'être frais et de voir les autres qui ne le sont pas. Et j'avoue
que, c'est un petit peu ma joie personnelle de me dire: «Bah, voilà, le dimanche matin, je me lève à 8 heures, je suis frais, j'ai toute ma journée à profiter, je peux me faire un vrai kiff, je sais pas, aller à la terrasse d'un café, aller boire un bon café, lire un bouquin, je sais pas, faire ce que vous voulez en fait, aller vous balader, bref, j'en sais rien, faire ce que vous voulez même, ne serait-ce que jouer à des jeux vidéo. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous avez toute cette journée entière à profiter alors que généralement, bah, le lendemain de soirée, c'était plutôt midi voire 13 heures où on se lève et on profite moins de la soirée ou différemment. Encore une fois, mettez de la nuance, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut juste être plus intentionnel. Quand évidemment je vais en festival, et que je le fais encore, hein, évidemment, bah, on se lève, on se couche à peut-être 7-8 heures du matin, donc évidemment, bah, le lendemain, on se lève pas à 8 heures du matin. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est prévu dans le temps, c'est pas quelque chose de régulier, c'est pas une soirée lambda. C'est ça que je vous dis, c'est qu'il faut mettre de la nuance dans ce que je vous dis et pas être hyper rigide. C'est plutôt mon message de dire, une fois que c'est intentionnel, que c'est volontaire, que c'est réfléchi et que vous savez que vous allez dans ce festival en connaissance de cause et que vous savez que le lendemain, bah, ça va être compliqué, de vous lever et que c'est OK avec vous et que vous êtes en paix avec ça, c'est là que c'est important et c'est là que vous allez faire toute la différence. Donc encore une fois, soyez conscient, de ce que vous faites et soyez plus intentionnel dans votre manière de gérer votre vie et c'est là, en fait, où la clé réside.